Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Gérard Lambert, Le Mitard. Une approche sociologique de la discipline pénitentiaire, 2015. Sandrine Guémard et Théodore TIPLICA, dire Sécurité, éducation et mobilité, maîtrise des risques et prévention 2, 2015. Sandrine Guémard et Théodore TIPLICA, dire Sécurité des déplacements, protection des usagers et de l'environnement, maîtrise des risques et prévention 1, Travel Safety, USE and Environment Protection. Risk Control and Prevention 2015. Isabelle PAPIEAU, Les années 80, miroir de l'époque Art déco, 2015. Yannick BRUNPICARD, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM. Personnification d'une interface éducative, 2015. KVDASTOOREH, vers une sociologie foucaldienne, réunir l'objectivation et la subjectivation, 2015. Alexandre Brard, recomposition territoriale en Outre-mer ou le collectif dans l'action publique, 2015. Denis Laforgue, essai de sociologie institutionnaliste, 2015. Anthony GALLUZZO, mythologie comparée des stars, 2015. Yannick BRUNPICARD, territoire de mémoire. Interface référentielle d'expression et d'affirmation sociétale, 2015. Fred Dervin, La Chine autrement. Perspective interculturelle critique, 2015. Lei Wang, pratique et sens des soins du corps en Chine. Le cas des cosmétiques, 2015. Ekaterina YUDINTSEVA, La famille, pilier des catholiques traditionnalistes en France, 2015. Yannick BRUNPICARD, Vivre aux côtés des autres en harmonie. L'indispensable ciment sociétal, 2015. Hu Shen, L'État croupier et les joueurs coulis, ce que la loterie nous apprend sur les mutations sociétales de la Chine, 2015. Introduction, le contexte, la recherche des hypothèses. L'émergence de la jeunesse comme phénomène social. Le contexte social de l'époque nécessiterait évidemment toute une mise au point. Rappelons seulement pour le moment que la décade 1960-1970 va être justement celle de l'accentuation sinon de l'apparition de mouvements de jeunes et de l'émergence de la jeunesse comme phénomène social, politique et économique. Les jeunes nés dans les années d'après-guerre, le baby-boom, de 1945 à 50, vont atteindre leur 20e année pendant cette décade qui verra apparaître un certain nombre de phénomènes qui vont jouer les uns sur les autres. Par exemple, l'extension des moyens de communication de masse, de la TOM-V, des disques, le lancement des livres de poche, etc. Ainsi, deux dates en France vont particulièrement symboliser cette émergence. C'est en 1963, le 22 juin, la folle nuit de la nation, organisée par Europi, les organisateurs attendaient un maximum de 10 000 jeunes. Il en vint entre 120 et 150 000, ce qui entraîna un changement d'échelle du phénomène, à tout point de vue, et une répercussion au niveau national et dans toute la presse, dont l'article célèbre d'Edgar Morin dans le journal Le Monde, « Salut les copains ». Et autour de cet événement le début de l'ère des copains, des idoles et des yéyés. Puis, c'est en 1968, ce qu'on a appelé les événements de mai 68, qui vont marquer un apogée en France, d'une série de mouvements contestataires de jeunes dans le monde, le mouvement Provo aux Pays-Bas, la révolution culturelle en Chine ou les révoltes d'étudiants à Berkeley ou en Angleterre par exemple. L'importance de cette montée de la jeunesse n'est perçue que par très peu. Elle ne retient guère l'attention au début. Il n'y a, pour ainsi dire, pas ou très peu de travaux la concernant. Disons-le avec précision. La jeunesse n'est pas, ou du moins pas encore, un objet, un sujet d'étude. Les véritables travaux sur la jeunesse suivront mai 68. À ce propos,
On pourrait chercher à comprendre comment et pourquoi un groupe ou un événement social deviennent ou peuvent devenir un sujet d'étude. Ce serait également le problème de la mode des sujets de recherche, et particulièrement dans les sciences humaines. Cela entraînerait de développer par exemple, toute une sociologie de la sociologie, et de faire une véritable analyse des institutions de recherche et des conditions de cette recherche. Pourquoi certains sujets sont acceptés et d'autres sont refusés par les institutions de recherche, autrement dit, qui détient et pourquoi les pouvoirs de favoriser tel type de recherche au détriment de tel autre. Qui accorde les crédits, qui sanctionne que tel sujet puisse ou non devenir de la science, être pertinent. On retrouve alors, et les recherches ultérieures de P. Bourdieu et de son équipe le montreront à loisir, des phénomènes de légitimation liés à des phénomènes de génération et de classe sociale, aussi bien au niveau du fonctionnement des institutions que de leurs acteurs. Des déterminismes qui ne sont perceptibles ou analysables qu'après coup la plupart du temps. Dans la décade 1960 à 1970, les débats politiques et idéologiques les plus importants ou les plus apparents, les plus déterminants disons, sont conditionnés par leur positionnement par rapport au marxisme, à la lutte des classes, à la révolution sociale, etc. Cette décade qui correspond à ma formation universitaire, licence classique de sociologie à la Sorbonne 1963 à 1966, puis Institut d'études politiques de Paris 1966 à 1968, puis première inscription en doctorat de sociologie, sur la jeunesse, sous la direction de Jean Duvigneau, a été dominée par quelques débats de fond très précis, assez directement liés au marxisme. Les conséquences de la guerre d'Algérie et les rapports entre anciennes colonies et métropoles. Une certaine concurrence, à gauche, entre partis politiques et syndicats pour l'initiative des luttes contre le pouvoir, avec un glissement du leadership des partis vers les syndicats. Une illustration de la difficulté récurrente des jeunes et des étudiants en particulier, à se faire reconnaître et entendre par les institutions adultes, sous la forme du problème de la reconnaissance hypothétique du syndicat majoritaire des étudiants, l'UNEF, comme syndicat, dans les luttes sociales et politiques par les syndicats ouvriers, seuls détenteurs du label syndicat. Sur un plan plus théorique, le débat de fond est dominé par l'affrontement entre le marxisme et le structuralisme autour de la question de savoir dans quelle mesure les groupes sociaux sont ou non les acteurs actifs de leur histoire. Et pour une majorité d'intellectuels, jusqu'à mai 68 environ, la nécessité justement, voire l'obligation morale, de se situer par rapport au marxisme, l'itinéraire de Jean-Paul Sartre en étant comme l'exemple emblématique. Les luttes entre les différents structuralismes et marxisme, et les débats de fond de l'époque, qui se présentent souvent comme des affrontements idéologiques, avec enjeux politiques à la clé, restent finalement encore des débats philosophiques, par exemple sur la possible émancipation de l'homme par la Révolution, ou sur le sens de l'histoire. Le problème de la scientificité des sciences humaines continue de se poser à chaque génération. Pour prendre juste un exemple récent, c'est Jean Guiard présentant une exposition en 1989 au Musée de l'Homme sur les Amériques de Claude Lévi-Strauss, et lui rendant hommage en affirmant qu'il est le premier à avoir introduit véritablement la science en ethnologie pendant que C. Lévi-Strauss nie lui-même dans son travail que les sciences humaines puissent, pour le moment en tout cas, accéder à la rigueur scientifique des sciences exactes, voire être considérées comme des sciences. Il y revient à plusieurs reprises dans les anthropologies structurales, et dans diverses interventions comme un entretien très récent au journal Le Monde, printemps 93, dans lequel il dit que les sciences humaines ne sont des sciences que par une flatteuse imposture. Mais citons, parmi les multiples énonciations de ses réserves et de ses restrictions tout au long de son œuvre jusqu'et y compris dans sa leçon inaugurale au Collège de France, un extrait d'un texte écrit en réponse à une enquête préliminaire faisant suite à la décision de la Conférence générale de l'UNESCO d'étendre aux sciences sociales et humaines l'enquête sur les tendances principales de la recherche, déjà consacrée aux sciences exactes et naturelles. Auteur du présent texte a consacré sa vie entière à la pratique des sciences sociales et humaines. Mais il n'éprouve aucune gêne à reconnaître qu'entre celles-ci et les sciences exactes et naturelles, on ne saurait feindre une parité véritable. Que les unes sont des sciences, et que les autres n'en sont pas, et que si on les désigne pourtant par le même terme, c'est en vertu d'une fiction sémantique et d'une espérance philosophique à laquelle les confirmations manquent encore. En conséquence de quoi, le parallélisme impliqué par ces deux enquêtes, fût-ce au niveau de l'énoncé, traduit une vision imaginaire de la réalité.
Il s'agit là d'une très étrange et récurrente amertume de C. Lévi-Strauss qui vient renforcer la représentation la plus conventionnelle des sciences. Il n'y a de science qu'exacte. Cette représentation recoupe celle qui voue les garçons à ces disciplines pendant que les filles seraient vouées aux autres. Si bien qu'au moment où j'ai dû choisir un sujet de thèse et de recherche, j'ai compris très vite que chercher sur la jeunesse, c'était à l'époque, et pour très longtemps encore, avoir l'air de s'intéresser à des sujets superficiels ou marginaux, en tout cas marginalisants. Morin fut longtemps le seul sociologue à attribuer une véritable importance à la jeunesse, à ses expressions et à ses mouvements, et à y voir un facteur marquant de compréhension de l'évolution de la société dans son ensemble. Mais lui-même, avant d'être reconnu comme philosophe, a souvent souffert et l'a exprimé dans ses travaux d'être marginalisé dans un premier temps, à cause du choix de ses sujets de recherche. Le chercheur en sciences humaines sait bien que, la plupart du temps, ses recherches contribuent à remettre en question les représentations les plus courantes. De là à l'identifier, par représentation, à ses objets de recherche, il y a un glissement que n'autorise pas automatiquement la dimension autobiographique obligée des sciences humaines. Cette dernière, en effet, et grâce à l'avancée de la psychanalyse, est passée entre-temps de la dimension d'une représentation à celle d'un objet de recherche. Jean Duvigneau, à l'époque, me poussait à faire des recherches sur les groupes de jeunes, car il estimait pertinent, avec toutes les précautions méthodologiques d'usage qu'un chercheur ait des affinités avec son objet de recherche. Étant à la recherche d'hypothèses cernant avec précision un sujet sur les groupes de jeunes, il me conseilla d'étudier en particulier le document « Les cœurs verts », film qu'Edward Luntz venait de consacrer à l'étude des blousons noirs. En effet, ce film est essentiellement une ethnographie de la vie quotidienne de 2 ou 3 bandes de blousons noirs, c'est-à-dire d'adolescents en révolte ou perçus comme tels, se déplaçant le plus souvent en moto et disposant pour les plus aisés d'entre eux, un blouson, généralement en cuir noir pour se protéger du vent et du froid, de la banlieue ouest de Paris, Nanterre. Un travail cinématographique d'observation assez proche de l'étude de Jean Monod, Les Barjots portant elle aussi d'après une hypothèse proposée par C. Lévi-Strauss sur les blousons noirs. Que sont les blousons noirs sinon le rétablissement sur l'axe vertical des groupes d'âge successifs, d'une diversité qui tend à disparaître horizontalement sur le plan géographique? Telle est l'hypothèse de Claude Lévi-Strauss, amorce pour l'auteur de ce livre. Loin d'être un phénomène pathologique, les bandes de jeunes répondent à une secrète fonction équilibrante et volant au secours de la diversité menacée, sonne une salutaire alarme. Avant mai 68, la jeunesse n'est donc pas encore un sujet d'étude. Disons brièvement que ce sont généralement les médecins et les psychologues qui ont le quasi-monopole du discours sur elle, et qu'ils en parlent en termes de crise de la puberté et de l'adolescence, ou d'étapes intermédiaires entre l'enfance et l'âge adulte. Quelques chercheurs, néanmoins, ont tenté d'attirer l'attention du public sur l'importance sociale possible de la jeunesse, mais sans véritable écho. Ainsi Alfred Sauvy propose une analyse démographique de la place que la génération dite du baby-boom, enfants nés après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 45 à 50, par contraste avec ceux, moins nombreux évidemment, nés pendant la guerre, va occuper progressivement. Sur un mode plus proche du burlesque ou de la prophétie dans le désert, l'inventeur du lettrisme, Isidore Isou, tente aussi, au cours de conférences publiques, de convaincre de l'importance à venir de la jeunesse. Le travail de Philippe Ariès sur l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime apporte des précisions sur les notions de génération, de classe d'âge et sur la variabilité suivant les époques, de la périodicité des âges. Les adultes du Moyen Âge seraient des jeunes, aujourd'hui par exemple. Il montre également, comme le fera aussi Henri Lefebvre, que l'adolescence est une invention du XIXe siècle et affirme enfin, mais sans le démontrer, que le XXe siècle est celui de l'adolescence. Les héritiers, de P. Bourdieu et J.C. Passeron, concernent essentiellement les étudiants plus que les jeunes et c'est mai 68 qui va donner son importance rétrospective à cette étude. Edgar Morin, lui, étudiait la mythologie contemporaine sous la forme de ce qu'on appelait à l'époque la culture de masse liée à l'extension permanente des médias. Dans l'Esprit du temps, tome 1, en 1962, il consacre un chapitre entier à la jeunesse. En effet, à ce moment-là, la jeunesse est en train de devenir un des thèmes majeurs de la culture de masse de 2 façons. D'abord par la place enfin accordée à un certain nombre de personnages jeunes comme James Dean par exemple, ou à des groupes de jeunes ou encore à la jeunesse dans son ensemble perçue comme nouveau phénomène social.
c'est le temps des copains, des yéyés et du concert de la nation. L'autre modalité développée constamment par la culture de masse et les médias depuis plus d'une génération, c'est la jeunesse proposée comme une des valeurs de base de cette culture. Il faut à tout prix et quel que soit l'âge qu'on a avoir l'air jeune, c'est la jeunesse prise comme modèle permanent de comportement. J. Duvigneau et E. Morin, qui étaient à l'affût l'un dès l'autre des éléments véritablement porteurs du changement, m'incitèrent donc à chercher sur la jeunesse et l'adolescence, dès 1966 et après 1968. Avant d'exposer les deux parties de l'étude que j'ai faite volontairement à partir de l'année 1970, rien ne rendra mieux compte du type de discours qui était tenu avant mai 68, sur la jeunesse, que le compte-rendu critique fait par Didier Anzieux, du premier sondage de l'IFOP sur ce sujet. Cette étude de l'IFOP suivait une première étude plus large et plus qualitative. Mais elle aura plus de retentissement que cette dernière, car elle a donné lieu, indépendamment du commentaire du sondage lui-même par Anzieux, à toute une analyse de Jacques Duquesne. Nous nous permettons de citer de larges extraits du compte-rendu de Anzieux pour deux raisons essentielles. D'abord parce que ce texte a une valeur de témoignage historique. Il date de 1963, comme le sondage, et il permet de bien distinguer, par la pertinence de l'analyse de Anzieux, les représentations que l'on se faisait de la jeunesse avant mai 1968, de sa réalité. L'écart entre les représentations sociales et la réalité correspondante, banale ou encore constitutive des représentations qui ne sont jamais que des approximations, est tellement patent et récurrent quand il s'agit des jeunes, voire symptomatique d'une volonté d'ignorance, d'un vaste « je n'en veux rien savoir » des adultes à leur égard, qu'il a constitué une des hypothèses et un des thèmes de base de notre propre étude. D'où l'importance de cette lecture de Anzieux qui fait, dès 1963, la part des choses. La deuxième raison est tout simplement que ce texte a contribué par là même à la formation de nos hypothèses de recherche, comme on va le voir dans le commentaire que nous en avons fait. Didier Anzieux, qui était alors professeur de psychologie à la faculté des lettres de Strasbourg, est présenté comme un spécialiste de la psychologie des groupes sociaux sur laquelle il prépare un ouvrage qui sera le premier texte important paru en France sur ce sujet. Voici les principaux extraits de son compte-rendu. Une jeunesse entre deux chaises. Une jeunesse entre deux chaises ? Par peur du monde adulte, elle s'est constituée en classe sociale autonome. Elle a déjà adopté les préjugés et les modes de vie de notre civilisation technicienne. Déroutante jeunesse. Les enquêtes menées selon les règles les plus savantes ont du mal à en présenter un portrait cohérent. Elle est à 90% d'origine catholique, mais sa morale sexuelle est libérale. Elle admet communément le divorce. Elle place la santé et l'argent en tête des valeurs à rechercher dans l'existence. Elle est indifférente à la politique. Pourtant elle est acquise aux idées qui viennent de déchirer, qui déchirent encore le monde adulte. La décolonisation, l'aide aux pays sous-développés, le marché commun et l'Europe, la coexistence pacifique. Elle est mûre, presque trop raisonnable pour son âge. Elle accepte la société moderne avec toutes ses institutions, avec sa pierre angulaire, le progrès technique avec son optimisme économique. 9 adolescents sur 10 pensent pouvoir dépasser le niveau de leurs parents. Ils ne peuvent que souhaiter s'adapter à une société aussi satisfaisante. Mais en même temps, la jeunesse reste fixée au monde imaginaire de l'enfance dont elle attend des substituts. Elle subit l'école, elle subit l'instruction, elle résiste à l'effort intellectuel, analysé, décomposé, recombiné, qui fonde l'apprentissage des mathématiques et du français. Elle préfère les spectacles sportifs à la pratique d'un sport. Elle trouve sa satisfaction dans le cinéma, la lecture des illustrés, l'audition des disques, la possession d'une voiture ou des apostrophes. Un deux roues, les réunions ou les sorties en bande, sans but précis, sans organisation, pour le plaisir de se retrouver entre semblables, hors des contraintes intellectuelles et familiales. Elle s'identifie aux champions, aux stars. Elle s'abandonne de plus en plus aux cérémonies du nouveau culte moderne, celui de l'érotisme, de la violence et de l'argent. La jeunesse n'est-elle pas l'âge des contradictions ? Les enquêtes en fournissent 1000 exemples. La jeunesse approuve la plus grande liberté qui règne entre garçons et filles, mais l'un et l'autre estiment qu'il convient à la jeune fille de se marier vierge. La décolonisation et la paix sont de bonnes choses, mais l'attachement à l'armée, au prestige national, aux traditions est également fort. La politique est déconsidérée, mais la justesse, l'efficacité du syndicalisme sont évidentes pour la moitié des jeunes.
On pense à la fois que le communisme va progresser dans les années à venir et que l'Occident incarne la justice sociale, l'instruction et un niveau de vie élevé. L'URSS ne recueille la majorité des suffrages que pour ses savants et ses sportifs. Enfin, tout le monde est satisfait de l'école, installation, discipline, maître, programme, mais seulement un peu plus d'un tiers reconnaissent qu'elle les a préparés utilement à leur métier. Une seule concession sûre se dégage de ces enquêtes. Les idées répandues dans le public sur la jeunesse sont inexactes. Un courant bougon et critique répète « La jeunesse actuelle est dépravée, l'argent est son Dieu, elle ne pense qu'aux distractions ». Les raisons de ce courant sont trop évidentes. C'est un réflexe de défense contre une génération avide et sans pitié pour les vieilles conceptions, les vieilles méthodes. Regardons de plus près, chiffres de l'IFOP en main. Jeunesse dépravée ? Sa morale est plus libérale et moins hypocrite. L'idéal de la jeunesse, son grand espoir dans l'existence, le mariage, l'installation du foyer. Sa grande déception, les mauvaises relations, le climat d'ennui qui règne dans la famille, l'indifférence ou l'incompréhension des pères. L'argent un dieu ? Non. Une condition de sécurité dans l'existence et pour les moins instruits une nécessité vitale. Aussi important que l'amour. Ce qui est une vue réaliste sur la civilisation technicienne. Mais nulle part l'argent n'est classé au premier rang, ni dans l'échelle des valeurs. La santé occupe de loin cette place, ni dans les raisons de travailler. La réalisation de ses possibilités dans un travail auquel on soit bien adapté est l'affaire essentielle. Enfin, si pour un jeune qui travaille, payer une pension à ses parents qui l'hébergent est une idée démodée, sauf dans les cas de grande pauvreté et dans certaines régions. Par contre, épargner va de soi, les distractions ? Nul ne songe à les minimiser, mais le foyer et même le travail passent avant. Profiter de la vie, éviter de s'engager, de croire à quelque chose va chez nos adolescents de pair avec un conformisme général, avec un réalisme surprenant à cet âge traditionnellement réputé pour son enthousiasme, sa recherche d'idéal, son esprit critique, ses révoltes. Une telle description sonne le glas de l'autre conception que certains experts en prospective se sont complus à développer. Avec la poussée démographique, le pays devrait connaître un renouveau de vigueur, une expansion accrue dans tous les domaines, il devrait redevenir dynamique, créateur. La jeunesse actuelle ne correspond pas à ce programme. Elle prend à fond le parti de la technique, mais aussi celui de la passivité amorphe, de la fuite des responsabilités et des initiatives. Éviter de s'ennuyer est sa principale préoccupation. Le taux de fécondité idéal qui tendait vers 3 enfants par ménage après la guerre, elle le réduit à 2, et les démographes ont observé que la fécondité réelle dans nos civilisations suivait de près le taux de fécondité jugé idéal par les gens. Ces enfants, enfin, elle est bien décidée à les élever de façon autoritaire, c'est-à-dire à l'inverse du mouvement actuel de démocratisation du commandement. La jeunesse rêve d'une vie facile, apportée par la civilisation occidentale dont elle se sent solidaire. On comprend que l'expression de « nouvelle vague », par laquelle on a désigné il y a quelques années l'espoir mis dans la nouvelle génération, soit passée de mode ou ait pris un sens péjoratif. Certes, on peut arguer que les Français ont la jeunesse qu'ils méritent, que celle-ci a pris ses parents pour exemple. Qu'élever les enfants dans la mollesse, les combler de jouets, les tenir à l'abri des difficultés de la vie, leur céder pour avoir la paix, se débarrasser d'eux en les renvoyant à la rue, au cinéma ou à la télévision, est le meilleur moyen pour former des êtres dont les mécanismes mentaux restent infantiles, chez qui l'instinct de puissance, les désirs, l'égoïsme, l'insensibilité à autrui s'exaspèrent. L'éducation au sens plein du terme, qui est transformation intérieure de l'individu, dépassement des instincts naturels vers une forme de culture, est en train de se perdre. L'aide aux pays sous-développés devrait-elle commencer par s'occuper de notre propre jeunesse ? Il reste peut-être une autre explication. Les enquêtes par questionnaire nous livrent ce que les 16 à 24 ans pensent, non ce qu'ils font. L'on sait que les gens interrogés ainsi ont tendance à répondre selon les idées reçues, plutôt que selon leur conduite réelle. C'est sans doute pour cela que l'échantillon étudié par l'IFOP donne une telle impression de conformisme moral et social, tout en permettant de distinguer une jeunesse étudiante, plus critique et plus sûre de son avenir, une jeunesse paysanne, plus décidée à fuir sa situation, et une jeunesse ouvrière où culmine la misère psychologique et économique. L'observation des jeunes nous mène sur une piste différente.
Les adolescents constituent une nouvelle réalité sociale, en marge de la société adulte. Cette société marginale a ses livres, ses journaux, ses vedettes. Les maisons de disques et d'habillement créent des collections pour eux. Le jeune homme, la jeune fille a son budget propre qui varie pour la moitié au moins d'entre eux entre 100 et 500 francs par mois. Gains réalisés par le travail et aide apportée par la famille. Ils ont les mêmes goûts, la même recherche d'originalité, la même façon de penser, de sentir, de se distinguer des adultes. Leur bonheur, c'est de se retrouver ensemble et semblables, de retarder le plus possible l'entrée dans la vie, dans l'ordre, dans l'état d'esprit des grandes personnes. Parfois leur réunion, leur bande tourne à la débauche, à la délinquance, c'est exceptionnel et toujours sous l'influence d'une personnalité perverse ou fortement désadaptée. Le monde adulte, ils le ressentent indifférent, hostile, étranger. Ils sont isolés dans une société qui ne s'intéresse pas à eux, qui ne leur fait pas de place, qui les ignore. D'autres pays embrigadent les jeunes ou, s'ils les laissent en marge, leur accordent pleine licence, le temps de jouer avec la vie, avant de se soumettre à l'ordre établi. Rien de tout cela chez nous. Alors, les jeunes essaient de constituer une société qui leur soit personnelle, avec son style, ses mœurs, son langage, ses intérêts, ses revendications, et le plus possible en dehors des organisations et des initiatives officielles. Une société sans loi précise et vivant en parasite sur la grande société. Ils ont pour eux le nombre. En 1961, les moins de 24 ans constituaient 38% de la population française. En 1971, ils seront 41%. Ils ont peur au fond d'eux-mêmes de ne pas être à la hauteur du monde adulte, des exigences de la civilisation moderne, ils ont peur du vide de la vie. Les sociétés dites primitives ont presque toutes eu la sagesse de prévoir des retraites, des rites d'initiation pour le passage à l'état d'homme. Notre civilisation technicienne n'offre aux adolescents pour mûrir que le service militaire et le mariage. Pourtant, la vocation reste encore une idée force pour beaucoup, et tous sont sensibles à l'exploit, au triomphe de l'homme sur les forces naturelles, sur l'espace, à l'émotion collective provoquée par la musique ou par un chanteur. Devrait-on parler, comme certains le font, d'une nouvelle classe sociale ? Une classe suppose une puissance économique, une idéologie, une permanence à travers les vies individuelles. La jeunesse est une pseudo-classe. Elle en a la mentalité sans posséder l'infrastructure d'un pouvoir ou d'un savoir. Avec l'âge, ses membres disparaissent. En attendant, ou plutôt pour ne pas avoir à attendre, elle vit dans un présent ni réel ni imaginaire, un présent facile, un présent collectif où chacun puise la certitude provisoire d'une valeur éternelle de lui-même. Nous avons cité ce texte parce qu'il illustre bien deux choses. D'une part, il montre quelques-uns des stéréotypes que l'on retrouvera encore longtemps dans la plupart des discours qui sont tenus sur la jeunesse. La jeunesse comme classe sociale autonome, le surprenant réalisme de la jeunesse, son indifférence à l'égard de la politique, son conformisme moral et social, etc. D'autre part, il exprime bien des difficultés que nous avons rencontrées dans la constitution de l'échantillon interrogé en 1970 et qui vont se traduire par des questions qui ne cesseront d'accompagner cette étude. Comment définir la jeunesse ? Peut-on parler de jeunesse en général ? Y a-t-il une ou plusieurs jeunesses ? Quand commence-t-elle, quand finit-elle ? Ne vaut-il pas mieux parler d'adolescence et n'étudier que l'adolescence ? Mais là aussi, où commence-t-elle ? Où finit-elle ? D'autre part, comment est-il possible de faire la part de ce qui est stéréotype ou représentation simplifiée, banalisée, et de ce qu'il y a de réalité effective dans les enquêtes faites sur elle ? C'est là où cette première étude de l'IFOP sur la jeunesse et le commentaire très intéressant qu'en fait Didier Anzieux peuvent y contribuer, car ils nous amènent à une nouvelle étape de ce que nous avons proposé d'appeler l'analyse rétrospective. En effet, nous avons maintenant dans les années 90 assez de recul et d'examen des mouvements de jeunes et des études qui en ont été faites pour préciser les aspects effectifs et les aspects stéréotypés. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, c'est ce que tente le commentaire de D. Anzieux. Lecture rétrospective du commentaire de D. Anzieux. Il se présente volontairement en 3 volets. Le premier donne les résultats du sondage IFOP, mais sans citer de chiffres, ce qui laisse à penser que D. Anzieux n'accorde pas tellement de crédit à leur précision plus ou moins approximative. Le deuxième commente ce qui lui apparaît comme le plus important. Le troisième développe ce commentaire et met en valeur ce que cette étude permet d'apporter,
et en particulier une perception claire de ce décalage entre les représentations et la réalité sociale correspondante. Si un des enjeux de la sociologie est de le réduire, il faut bien constater qu'à propos de la jeunesse, le réflexe de la plupart des adultes est au contraire de l'accroître, dans une volonté d'ignorance de ces problèmes sur laquelle nous reviendrons, évidemment. Voyons rapidement ces 3 volets. 1. Les représentations stéréotypées, la jeunesse comme classe sociale autonome. C'est la première formulation de l'émergence de la jeunesse comme phénomène social. Comme une relativisation de la notion de classe sociale, en une amphibologie qui permet cette relativisation, la jeunesse est présentée d'après les résultats de l'enquête comme une classe sociale autonome. Pour frapper les esprits, pour accentuer encore la découverte du phénomène, et comme C. Lévi-Strauss l'annonçait dans son texte Race et Histoire, si les clivages sociaux semblaient s'atténuer dans une certaine perspective, celle de la lutte des classes suivant l'analyse marxiste des phénomènes sociaux, alors à ce moment-là, d'autres clivages s'accentueraient, car la dynamique sociale se nourrit des décalages et des clivages. Comment analyser autrement cette formulation de l'émergence de la jeunesse comme phénomène social, en parlant comme d'une classe sociale spécifique? Les chercheurs qui ont utilisé cette formulation, J. Duvigneau, E. Morin, D. Anzieux, G. Vincent et G. Mandel, ont usé sciemment de la diversité des sens du mot classe sociale. Une classe d'âge est une classe sociale, mais non dans le sens de la terminologie marxiste. Reconnaître l'importance de l'émergence du phénomène nécessitait sans doute une formulation frappante. Une classe d'âge peut-elle jouer un rôle équivalent à celui d'une classe sociale entendue au sens marxiste du terme? Le problème est là, finalement. C'est Jean Duvigneau qui justement, comme analyste social, a pensé qu'il fallait aller jusque-là. Je cite un extrait de son étude, La planète des jeunes, parue en 1975. En 1967, j'ai publié dans le Nouvel Observateur un article intitulé « La jeunesse, nouveau prolétariat ». J'y suggérais que la classe d'âge des garçons et des filles de 20 à 22 ans, au moment de son plus fort accroissement démographique, pouvait briser le consensus social plus aisément que ne le ferait un autre groupe social. Ne se trouvait-il pas dans la situation du prolétariat du XIXe siècle, ces jeunes qui ne possédaient qu'eux-mêmes? Cette citation, en analyse rétrospective, montre l'importance de la prégnance du marxisme comme méthode d'analyse de la dynamique sociale. Comment nommer un phénomène social déterminant dans l'évolution sociale, en 1967, sans se référer encore à la théorie sociologique qui a l'ambition d'expliquer le fonctionnement de la dynamique sociale? C'est dire en même temps, même si les observateurs sociaux manquaient de termes appropriés, l'intuition qu'ils ont de l'importance du phénomène. C'est pourquoi D. Anzieux appuie à ce moment-là lui aussi son commentaire, en parlant de classe sociale autonome, ce qu'il précisera et circonscrira de façon beaucoup plus rigoureuse dans la 3e partie de son commentaire. C'est aussi l'occasion, dans cette lecture rétrospective, de constater que dans les années avant et après mai 68, on ne sait pas encore comment définir de façon théorique et conceptuelle cet ensemble vaste et mouvant qu'on appelle la jeunesse. La sociologie ne s'est pas encore suffisamment penchée sur le problème pour savoir le définir. Mais les premiers analystes du phénomène, qu'ils soient sociologues ou psychologues comme J. Duvigneau, G. Mandel ou E. Morin, sont suffisamment convaincus de son importance pour reprendre au marxisme un de ses concepts, sinon le concept, le plus fort, celui de classe sociale. Il s'agit bien d'une classe sociale, d'un morceau incontournable de la société et qui mérite qu'on reconnaisse son rôle dans l'évolution de la dite société. Faut-il pour autant aller jusqu'à en parler en termes de classe sociale? C'est le moment de formuler, à propos de cette difficulté de conceptualisation, une de nos hypothèses de démonstration les plus fortes de cet ensemble d'études qui travaillent sur les représentations de l'adolescence. Et toujours dans les 2 acceptions du concept de représentation, celle que les adolescents se font, celle que l'on se fait d'eux, et qui vient compléter celle de base sur les clivages sociaux habituels, c'est-à-dire celle qui distingue les divergences de représentation sociale suivant les classes sociales et milieux sociaux différents. Ce que nos études vont montrer, c'est que des clivages sociaux antérieurs aux clivages sociaux de classe continuent constamment à agir sur les représentations sociales. C'est tout simplement les clivages sociaux de sexe et d'âge. Sur le plan anthropologique le plus fondamental, avant même les clivages de classe sociale, E. Henriquez rappelle
comme l'ont également souligné S. Moscovici dans La Société contre nature et G. Ballandier dans Anthropologique, que, dès l'aube de l'humanité, la domination des femmes et celle des jeunes sont les paradigmes de toutes les formes de domination. Les représentations que les adultes se font des jeunes gardent trace, comme on va le voir, de leur domination, et l'expriment d'une façon ou d'une autre. On va voir également si ce facteur joue sur les représentations des jeunes eux-mêmes, et en particulier dans quelle mesure s'expriment les divergences de représentation entre les garçons et les filles. Le prétendu surprenant réalisme de la jeunesse. C'est le deuxième thème, et sans doute le plus récurrent de notre travail d'observation de la jeunesse et des travaux et expressions la concernant. On est régulièrement surpris de ce qu'on appelle son réalisme. Il y a en permanence un hiatus profond entre les représentations qu'on se fait de la jeunesse, y compris des chercheurs, et ce qu'elle est en réalité. Et c'est un des éléments du paradigme de la domination des jeunes. Aussi idéalistes qu'on les croit, dans les représentations ils sont aussi réalistes et bien plus réalistes que ce dont on les crédite. Ainsi, chaque écoute ou consultation, à quelques exceptions près comme les études de J. Duvigneau ou G. Vincent par exemple, pendant notre période d'observation, en gros le temps d'une génération sociale, c'est-à-dire 25 ans environ de la fin des années 60 aux années 90, feindra généralement de bonne foi, et c'est là où il y a représentation en décalage avec la réalité vérifiée de façon empirique, de constater que les jeunes finalement sont aussi réalistes, c'est-à-dire qu'ils ignorent ni ne méconnaissent la réalité sociale dans laquelle ils vivent, ni celle qu'ils sont en train de vivre, même s'ils ne l'apprécient pas de la même façon que leurs adultes contemporains. Ils ne s'en font pas, pour autant une représentation éloignée de la réalité au contraire. C'est même un des traits qui perturbe le plus les adultes contemporains d'eux. Aussi idéalistes qu'ils ont l'air d'être, ils ont aussi une conscience réaliste de la réalité sociale qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ce que leur concède de mauvaise grâce la majorité d'adultes qui semblent découvrir à chaque fois, ce surprenant réalisme. C'est un des éléments du rapport de force des générations tel que l'analyse Henriquez. Dans son chapitre sur l'ordre des générations, le rapport est né jeune. La jeunesse déroute. C'est le troisième terme mis en valeur par Desanzieux dans son analyse du sondage de l'IFOP, et il résume les précédents et les suivants. Évidemment, si on ne sait pas écouter ou entendre la jeunesse, quand par hasard on y parvient, on est dérouté à chaque fois. Elle déroute parce que justement on réalise qu'on ne la connaît pas ou bien qu'on la méconnaît constamment, et on constate alors qu'elle est beaucoup plus sérieuse et avertie qu'on pourrait le croire. Elle apparaît alors contradictoire, car elle est à la fois beaucoup plus traditionnelle et conformiste que prévu. Elle est à 90% d'origine catholique, dit le sondage, mais en même temps elle est moins conformiste dans ce registre et plus adaptée à l'évolution des mœurs que la génération de ses parents, ce qui se traduit alors par une morale sexuelle plus libérale et une acceptation plus grande du divorce. Elle est finalement très adaptée à la société actuelle, malgré les critiques qu'elle en fait, et Desanzieux constate que 9 adolescents sur 10, en 1963, pensent pouvoir dépasser le niveau de vie de leurs parents. Elle n'hésite pas à placer la santé et l'argent en tête des valeurs à rechercher, preuve de son réalisme. Enfin, elle est apparemment indifférente à la politique, mais comme pour contredire exprès cette représentation inexacte que s'en font les adultes, elle est passionnée par des problèmes on ne peut plus politiques, comme la décolonisation, l'aide au tiers-monde, le marché commun et la construction de l'Europe, la coexistence pacifique, les problèmes politiques majeurs de ces 30 dernières années tout simplement. 2. L'émergence de la jeunesse comme phénomène social. À travers les maladresses du sondage, c'est le thème qui va apparaître comme le plus important aux yeux de Desanzieux. Il constate à son tour que les idées répandues dans le public sur la jeunesse sont inexactes et que la jeunesse ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Il constate un clivage qui pose problème. Il règne un climat d'ennui dans la famille, une indifférence ou une incompréhension des pères. Les jeunes veulent absolument profiter de la vie, tout en évitant de croire à quelque chose. Ils sont à la recherche d'une vie facile qui ne nécessiterait pas de trop s'engager. Leur égoïsme et leur insensibilité s'exaspèrent. Peut-on à leur propos parler de déculturation, voire de nouveaux tiers-mondes à développer ? 3. Le sondage, en fait, donne une vision trop conformisante. Desanzieux développe alors,
une critique du sondage qui rejoint nos analyses, et qui insiste à nouveau sur l'importance de l'émergence de la jeunesse comme phénomène social. Pour Desanzieux, c'est l'inconvénient majeur du sondage. Il va faussement rassurer et risquer de faire passer à côté de l'importance du phénomène. En effet, les réponses faites en sondage sont beaucoup plus conformes que les attitudes réelles. Le sondage enregistre ce que disent les jeunes, mais pas ce qu'ils font, critique majeure. Et même, s'il constate qu'il y a 3 types de jeunesse, partition qui reflète de loin les clivages de classe sociale, une jeunesse étudiante, classe moyenne et supérieure, qui est critique et sûre de son avenir, une jeunesse paysanne mais qui ne veut plus être paysanne, une jeunesse ouvrière qui vit une véritable misère économique et psychologique, ce constat méconnaît malgré tout la vraie jeunesse telle qu'a pu l'observer Desanzieux. Pour lui, en effet, le phénomène majeur que ne montre pas ou pas assez le sondage, ou qu'il ne veut pas montrer, c'est que les adolescents constituent désormais une nouvelle réalité sociale, qui vit en marge, voire en parasite, dit-il, de la société adulte, et qui a sa culture propre, spécifique. Il souhaite retarder le plus possible l'entrée dans la vie adulte, et aussi l'entrée dans l'état d'esprit des adultes. Mais surtout, ce que souligne très nettement Desanzieux, ce sur quoi il tente d'attirer l'attention dès 1963, et malheureusement en vain, c'est que les jeunes sont isolés, abandonnés à eux-mêmes, dans une société qui ne s'intéresse pas à eux, ou plutôt qui ne s'intéresse à eux que comme à un nouveau marché économique possible, qui les ignore et qui ne leur fait pas de place. Il termine son analyse en précisant de façon plus rigoureuse en quoi la jeunesse ne peut pas être considérée comme une classe sociale, ni même comme une nouvelle classe sociale, pseudo-classe, elle en a la mentalité sans posséder l'infrastructure d'un pouvoir ou d'un savoir. Avec l'âge, ses membres disparaissent. Cette analyse méritait d'être citée longuement et d'être commentée, car elle précisait, dès 1963, un certain nombre de faits et un certain nombre de représentations, qui nous ont aidés à trouver les lignes de force de ce travail. L'importance du phénomène jeune-jeunesse-adolescence par son émergence sociale dans les années 60 est plutôt peu ou mal perçue, à l'exception notable de quelques chercheurs comme Desanzieux ou Morin. Naturellement, le phénomène mai 68 a provoqué une prise de conscience, mais la jeunesse ne deviendra que très progressivement un champ entier de recherche, jusqu'à y compris sa définition d'ailleurs. Mais ce champ de recherche, même s'il va prendre progressivement de l'importance dans les années 80 et 90, reste extrêmement problématique. C'est ce que montre l'ouvrage bilan de Gémogé sur les jeunes en France, état des recherches. Sa conclusion démontre à la fois l'illégitimité scientifique de la dénomination sociologie de la jeunesse, et en même temps sa nécessité liée à une demande sociale de plus en plus forte de compréhension et d'analyse d'un phénomène qu'on affecte toujours de découvrir d'étude en étude. Classe, groupe, stade, état, mentalité, génération, les concepts ne sont jamais assez précis ou le phénomène est trop instable, complexe et passager pour ne pas être pris dans un ensemble passe-partout et fourre-tout du style jeunesse ou classe. C'est pourquoi P. Bourdieu a stigmatisé cette difficulté épistémologique en déclarant que la jeunesse n'est qu'un mot, dans Questions de sociologie. Et c'est également pour cette raison qu'il nous a paru plus légitime de nous centrer sur l'adolescence plutôt que sur cet ensemble flou qu'on appelle la jeunesse. Je décidai donc de centrer mon travail sur l'adolescence perçue à travers ses héros, personnages favoris, choisis, aimés, admirés. Je pensais que refaire en 1970 la même enquête que celle de 1960 me permettrait par comparaison de résultats, de comprendre comment se fait l'évolution des valeurs et à travers elle, celle des attitudes. Je croyais avoir compris par le marxisme que les attitudes étaient déterminées par les positions de classe sociale et étant en rapport dialectique avec les représentations et les valeurs, il serait possible tout aussi dialectiquement de faire surgir, de déduire les attitudes, de l'expression des valeurs incarnées par ces personnages, ces héros, pourvu que l'échantillon soit bien constitué. D'où un soin maniaque à constituer cet échantillon et à refaire exactement la même enquête, avec les mêmes méthodes et techniques. Chapitre 1 – Description de l'étude. 1. Sent-on que le jugement d'ensemble est difficile ? Sent-on que le jugement d'ensemble est difficile ? Difficile parce que le problème qui semble superficiel d'un grand meeting twisté renvoie à la formation d'une classe d'âge, que celle-ci ramifie ses racines à l'intérieur de tout le corps social ? Pour le saisir, il faut une compréhension systématique de toute la civilisation en développement, ce qui appelle un grand effort de révision.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.